Bonjour Nicolas, Bonjour. toujours au Galactic Days édition 2022, avec Nicolas Tellop. Je te connais parce que je sais que tu écris beaucoup de bouquins sur la bande dessinée. Je dis bouquins parce que j'adore les livres, Oui, mais oui, c'est bien pas, sûr. c'est pas du tout. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, comment tu es arrivé là? Je sais que tu as beaucoup travaillé notamment pour pas mal de revues sur la bande dessinée. J'ai commencé assez tardivement à écrire, en fait, j'avais plus de 30 ans déjà. J'avais fait un blog, j'avais créé un blog où j'avais réuni un peu des idées comme ça que je faisais sur la bande dessinée, sur notamment la bande dessinée franco-belge et sur le cinéma aussi. Très vite, j'ai été repéré par Stéphane Beaujean qui m'a invité à participer à la création du magazine Kaboom. Hmm. Et parallèlement à ça, j'ai aussi participé à la revue Le 9e art 2.0 de Thierry Gorenstein sur Internet. Hmm. Et puis voilà, les choses se sont développées de cette façon-là. Il y a eu Chronique Art avant que ça ne disparaisse, le magazine littéraire, Carbone, et puis dernièrement, c'est les cahiers de la BD auxquels je participe régulièrement et je dirige régulièrement aussi les hors-séries en fait, des cahiers de la BD. Et puis entre-temps, j'ai commencé à écrire des livres, effectivement. Le premier, c'était sur Franquin et le style atome, l'école de Marcinelle, etc. Sur Hugo Pratt aussi, notamment sur Fable de Venise, Quentin Maltese. Snoopy, ouais, des choses comme ça. Oui, donc pas que des monstres sacrés, parce que Hugo Pratt et Franquin, on est dans Monstres sacrés de la Ouais. BD. Oui, tout à fait. Jacobs aussi, avec Xavier Mauméjean, on a travaillé Ouais. sur Jacobs. Non, pas du tout que des monstres sacrés. La raison pour laquelle je m'attache à tel ou tel personnage ou tel auteur, c'est vraiment que ça vient du cœur. C'est pas du tout l'idée, tiens, il est connu, donc ça peut éventuellement toucher un public large, etc. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, dont j'ai envie de parler parce que la principale impulsion du départ, c'est de se demander pourquoi j'aime autant ça. Ouais. Si j'aime ça, si ça me touche autant, c'est qu'il doit y avoir une raison plus profonde que le fait que ce soit de la nostalgie ou que ce soit joli ou que ce soit fascinant de lire des histoires. Et donc c'est une sorte d'investigation que je fais à la fois sur les bandes dessinées mais aussi quelque part sur moi-même. Oui, c'est pas faux, parce qu'effectivement, si ça nous touche nous et que ça touche d'autres gens, c'est qu'il y a quelque chose en commun, quelque chose de plus profond dans l'œuvre qu'on étudie. Ouais, voilà, quelque chose qui résonne, quoi. Oui, c'est ça. Et au cinéma, c'est pareil. Quand je choisis de travailler sur un auteur comme Richard Fisher ou sur un film en particulier, c'est que je me dis quelque chose qui vibre quoi, à l'intérieur de moi quand je regarde ce film ou quand j'y repense. Et il faut que je trouve la raison pour laquelle il y a cette corde sensible qui est touchée. Quoi. Bon, ça permet de faire un travail qui est à la fois un travail d'intellectualisation sans doute. Hein. Je veux dire, c'est de l'exégèse, c'est de l'analyse, c'est essayer de trouver un sens peut-être un peu plus profond ou secret ou implicite, caché derrière le premier degré de lecture. Mais ça nécessite aussi de travailler encore une fois sur certaines poétiques quoi, de soi. Je parle jamais de moi dans les livres. Je parle jamais à la première personne. Néanmoins, en fait, je suis toujours présent. C'est vraiment une sorte de cartographie de ma psyché, si tordue soit-elle, Ouais. que je fais à travers les choses que j'aime, quoi, en fait, et qui fondent mon imaginaire et qui font que je suis celui que je suis, pour citer un peu Popeye, à l'heure actuelle, quoi. Puisqu'ils m'ont fondé, ils ont fondé aussi l'imaginaire qui est le mien. Donc tu écris des livres, mais tu en édites aussi. Depuis peu, depuis cette année, ouais, effectivement, je me suis lancé dans l'aventure Musidora. Donc c'est une maison d'édition que j'ai créée ce printemps, avec un premier livre qui est donc l'Anachronopète d'Enrique Gaspar. C'est un livre qui date de 1887 et qui n'avait jamais été traduit en français. C'est un livre espagnol qui a une particularité quand même assez notable, c'est que c'est le premier livre à mettre en scène une machine à voyager dans le temps. Ah oui. Donc avant H.G. Wells, qu'aujourd'hui en France, souvent on considère un peu trop rapidement comme l'inventeur Du des voyage voyages dans dans le le temps par le biais d'une machine. Là en fait, la première machine dédiée, la première machine qui est construite en vue du voyage temporel,
en l'occurrence c'est remonter dans le temps, elle ne va que vers le passé. C'est Enrique Gaspar. Et donc voilà, on s'est dit que c'était un beau baptême pour la maison d'édition parce que c'était une façon aussi de s'inscrire dans une histoire de l'imaginaire qui dépasse un petit peu nos propres goûts, etc. Et puis surtout c'est un roman qui est historique du coup. Je veux dire, c'est une pierre fondatrice de l'imaginaire de science-fiction et notamment des voyages dans le temps. Puis en plus de ça, il s'avère que c'est un roman qui est super intéressant parce que c'est une sorte de proto-Jules Verne. En fait, il est contemporain de Jules Verne, il fait d'ailleurs plusieurs clins d'œil à Jules Verne. Et c'est aussi aventureux, aussi palpitant que du Jules Verne, voire même peut-être quelquefois un peu plus parce que c'est complètement fou. Déjà, il invente un voyage extraordinaire auquel Jules Verne n'avait pas pensé, c'est celui dans le temps. Oui. Et puis c'est très drôle aussi, même si l'aventure est sérieuse, il y a beaucoup d'humour. Jules Verne n'est pas vraiment un comique quand même, par contre. Ah bah ça dépend. Quand on lit par exemple Voyage au centre de la Terre, il y a beaucoup de passages très drôles. Le décalage entre le savant fou, l'oncle un peu perché, mais qui néanmoins a une vision d'ensemble très très claire. Et puis le jeune neveu qui lui est complètement naïf et qui panique à la moindre secousse sismique. Ben voilà quoi. Il y a déjà des choses un petit peu de l'ordre comique. Beaucoup moins dans 20 000 sous les mers par exemple, évidemment. Mais ça dépend des Le Tour du monde en 80 jours aussi. Voilà, il y a un peu l'humour de l'acolyte de Phileas Fogg est un petit peu rigolo. Voilà, des personnages secondaires comme ça, un peu truculents. Là, ici, c'est un peu plus au centre du texte, parce que le personnage principal, l'inventeur de la machine, c'est quand même un vieux barbon, comment dire. En fait, la raison pour laquelle il invente la machine à voyager dans le temps, même si la base, c'est un but qui est noble, c'est-à-dire essayer de trouver le secret de la vie éternelle, etc. En vrai, c'est parce qu'il veut épouser sa nièce, et il cherche une époque où ce sera possible. Ah oui, d'accord. Où c'était possible. Oui. Mais bon, voilà. Donc, il y a ce côté un peu comédie, comme dans les pièces de théâtre de Molière, qu'on peut voir, vous voyez, le vieux barbon avec sa jeune nièce ou sa jeune protégée, qui elle-même est amoureuse d'un jeune homme qui est beaucoup plus de son âge et beaucoup plus beau en tout aussi. Du coup, c'est pas très MeToo comme thème. Bah si, parce que la critique de Don Signoufo, elle est présente, quoi. Oui, d'accord. Oui, il ne le fait pas avec complaisance alors. Ben voilà, c'est ça. C'est vraiment un personnage un peu détestable. Et d'ailleurs, de plus en plus détestable, parce qu'au fur et à mesure qu'il est déçu dans ses prétentions, il devient un personnage un petit peu méchant, quoi. En tout cas, redoutable dans les espoirs de vengeance qu'il peut avoir. Et alors, sinon, je sais aussi que tu as publié des livres d'une collection sur les héros. Il y avait notamment Batman et d'autres. Oui, c'était une collection, alors la Fabrique des héros, qui est dirigée par Tanguy Herbar et Dick Tomasovic. Oui. Et moi, j'avais publié un livre sur Astro Boy, le personnage de Osamu Tezuka, sous-titré Cœur de fer. À ne pas confondre avec Cœur de pierre, c'est là toute la différence. L'idée, c'est de faire une radioscopie, une radiographie de ce que représente ce personnage, à la fois pour le Japon et puis pour l'imaginaire mondial, parce que même s'il est extrêmement important, voire un symbole national pour les Japonais, Astro Boy, c'est quand même un personnage qui, pour l'imaginaire collectif au XXe siècle, est complètement fondateur. C'est une sorte d'enfant robot qui concentre un petit peu toutes les failles et toutes les faiblesses et les forces du personnage de héros orphelin qu'on peut voir traverser la culture de l'imaginaire collectif depuis l'aube de l'humanité, quoi. Les enfants orphelins, en fait, il n'y a que ça. Les héros orphelins. On peut penser, je sais pas, à Hercule, à Romulus et Rémus. Même Zeus, en fait, c'est un héros orphelin à la base. Oui, oui. Il est élevé par une chèvre, alors bon. Et ainsi de suite. Le roi Arthur, voilà, héros orphelin. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ainsi de suite. 20e siècle, évidemment, ça se couronne avec Mowgli et tous les personnages de comics, parce que Batman, Superman sont des orphelins. Spider-Man, voilà, on peut faire la liste. Généralement, tous ont un problème par rapport à ça, même du côté franco-belge, en vrai. Parce que Tintin, il n'y a pas de famille. Oui, il n'a pas de famille. Il n'a pas de famille. Enfin, ce sont des orphelins qui ne disent pas leur nom, mais voilà quoi. Et Astro, c'est quand même ça, c'est la quintessence de ça.
parce que c'est un robot qui est censé être construit pour remplacer un enfant mort et qui est abandonné par son créateur parce qu'il se rend compte que le robot ne remplacera jamais l'enfant mort. Et c'est un robot, si on veut aussi, parce qu'il a une âme, une sensibilité, et donc ça crée toute une sorte d'ambiguïté entre les deux, quoi. Est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est un vrai enfant? Est-ce qu'il n'est pas plus enfant que les autres enfants? Enfin bon, il y a tout un imaginaire qui se crée, et c'est pas anodin que ça se passe dans les années 50, après la bombe atomique, les bombes atomiques qui ont frappé le Japon. Et c'est un enfant de la bombe, quoi, et c'est un enfant d'un Japon qui le laisse orphelin. Traumatisé, ouais. Ouais, voilà. Avec les adultes qui ont trahi les espoirs de cette enfance. Alors finalement, si je fais le récapitulatif, tu écris sur la BD, tu publies de la science-fiction, que des mauvais gens, t'as pas honte? Non. non, au contraire. Et c'est à la fois spontané, c'est une vraie volonté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'aime. Ouais. Et puis c'est aussi un peu réfléchi et calculé quelque part, parce que même à la fac, je choisissais jamais des sujets qui étaient académiques en fait. Ouais. Parce que je dis pas que tout a été déjà exploité et analysé, mais en fait il y a déjà tellement de choses. Autant s'intéresser à des domaines que peu ont exploité ou Qui restent pas. à défricher. Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Sinon, je pourrais le faire sur Proust ou sur Balzac, mais ça, j'aime beaucoup. Oui. Mais ça m'amuserait moins, en fait. Parce qu'il y a déjà tellement qui est fait dessus. Ouais, Et mais je ne saurais même pas quoi dire en réalité. Là, au moins, je pars de nulle part, ou presque, et il n'y a personne qui peut me reprocher. Enfin, il y en a toujours qui me reprochent des choses. Mais il n'y a que ceux qui font rien, qui voilà, en font c'est ça. rien. Mais au moins, voilà, j'ai un domaine un peu libre, effectivement, qui me reste à défricher. C'est ça qui m'intéresse. Là, quand je fais un livre sur Richard Fleischer, ben, c'est pas anodin que ce soit le premier livre qui a été fait sur Richard Fleischer. Il n'y en a pas eu d'autres avant. Ah, il n'y en a pas eu d'autres? Ah, il y c'est en a ça un- qui me surprend, moi. Ben ouais, voilà. Mais il y en a eu un avant, quand même. D'abord, c'était pas sur toute son œuvre, puis surtout c'était un livre qui s'attachait à résumer la plupart du temps les films et à n'en pas dire grand chose. Et même aux États-Unis, il n'y a pas de livre sur Richard Fleischer. Donc il y a en gros 2 livres sur Richard Fleischer, il y a sa biographie, ses mémoires et le mien. Alors je dis pas que voilà, ça fait de moi un génie, c'est pas du tout ça. Mais voilà, je suis content d'apporter quelque chose un peu de nouveau à chaque fois sur un domaine qui est un peu délaissé quelquefois. Et donc, on a vu un peu tout ce que tu avais fait, rapidement, bien sûr. Oui, Les projets, oui. c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Qu'est-ce que tu... Plein de choses. Il y a un nouveau livre pour Musidora qui devrait être lancé d'ici la fin du mois avec une contribution Ulule. Je devrais publier normalement en début d'année 2023 un livre sur Abattoir 5 de Kurt Vonnegut. Un autre mauvais genre sans doute. Oui, encore du mauvais genre, Voilà, franchement. science-fiction. Non mais tu fais exprès, c'est pas Bah possible. oui. C'est vrai, je devrais avoir honte. Oui, moi je pense. Mais Pense voilà, si. ça devrait sortir chez Le Feu Sacré, la collection des Feux Follets. Très bien. Pourquoi je lis, en fait, c'est la collection Pourquoi je lis. Donc c'est Pourquoi je lis Abattoir 5 de Kurt Vonnegut. Très bonne idée. Très bonne idée. Eh ben, merci Nicolas, c'était à très toi. sympathique et puis j'espère qu'on se reverra sur d'autres salons ou à d'autres moments Avec plaisir. ou sur Facebook parce qu'on a déjà bien échangé sûr. sur Facebook. On n'a même pas eu le temps de parler de l'été diabolique, Bah oui, c'est dramatique. c'est dramatique. et puis à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Merci.